Vous souhaitez en savoir plus sur les grains de beauté? Alors, bienvenue à Dermato-IST où nous allons essayer à travers cette vidéo d'en connaître davantage sur ces petites lésions pigmentées que nous avons sur la peau. Bonjour, je suis Antoine Bertolotti, enseignant en dermatologie à l'UFR Santé de l'île de la Réunion et je vous propose aujourd'hui de vous traiter le cours sur les tumeurs cutanées épithéliales et mélaniques partie 2B, à savoir spécifiquement sur le névus. Ce cours est issu de l'item 302 du concours de l'internat, autrement dit de l'examen dématérialisé national. À la date d'enregistrement de cette vidéo, je ne déclare pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier l'ensemble des étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours et tout particulièrement Youssef Esh Chenoufi et le docteur Alban Kallas. Si c'est la première fois que vous regardez une de ces vidéos, alors je tiens à vous apporter quelques points d'avertissement. Ce cours est destiné aux étudiants en médecine, de la 2e à la 6e année. Certaines notions présentées ici sont volontairement simplifiées pour répondre aux objectifs pédagogiques de ces étudiants. Ce cours est un complément visuel et sonore issu du livre Dermatologie du CEDEF, édité chez Elsevier Masson. Il n'est pas exhaustif et ne fait pas foi pour les examens. Enfin, certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public. Le névus, c'est une prolifération ou accumulation de mélanocytes normaux en situation anormale. Lorsque vous prenez une coupe histologique d'une peau normale, vous avez en haut l'épiderme, puis le derme, puis l'hypoderme. Nous, on va s'intéresser spécifiquement aux cellules qui sont présentes dans l'épiderme, et à savoir précisément au niveau de la membrane basale, juste au-dessus de la membrane basale. Ce sont ces cellules-là, et ce sont les mélanocytes. Pour rappel, à l'état normal, les mélanocytes sont isolés entre les kératinocytes de la jonction dermo-épidermique. Donc, sur ce graphique-là, eh bien, ils sont à ce niveau-là. La fonction des mélanocytes, c'est de produire de la mélanine. C'est un pigment qui est transféré depuis les mélanocytes vers les kératinocytes via leur dendrite. Il existe différents types de névus et ici vous avez des figures vous présentant ce que l'on appelle un névus mélanocytaire jonctionnel. Donc vous voyez ici que les mélanocytes sont accumulés au niveau au-dessus de la membrane basale, au niveau de la jonction dermo-épidermique, et ils sont tous au-dessus de cette membrane. On parle donc de névus mélanocytaire jonctionnel. Lorsqu'ils sont présents au niveau de cette membrane basale, mais également en profondeur, eh bien, on va parler de névus mélanocytaires composés ou mixtes. Quelles sont les formes cliniques des névus? Il y a deux catégories. Il y a les névus acquis, que l'on va appeler grains de beauté, et qui sont des tumeurs faites de mélanocytes groupés en amas. Lorsqu'on parle de tumeurs, on parle en fait d'agglomération de cellules qui peuvent être normales, et c'est pour ça que là, on est dans le cadre de lésions qui sont bénignes, mais lorsqu'on est face à des lésions des cellules qui sont anormales, à ce moment-là, on va parler de cancer. Donc là, on est face à une agglomération de cellules qui sont normales, c'est juste que c'est une variante physiologique et donc on va parler de tumeurs faites de mélanocytes et que ça va être présent ici au niveau de l'épiderme, mais également au niveau du derme comme on l'a vu sur la figure précédente. L'aspect clinique est très variable en termes de taille, de forme, de pigmentation. Généralement, on a une apparence qui est relativement comparable chez un individu donné. Globalement, une même personne va avoir un type de grain de beauté assez similaire sur sa peau. Parfois, il peut avoir deux types de grains de beauté différents, mais rarement plus. On va distinguer des névus jonctionnels, des névus dermiques, donc qui sont présents essentiellement au niveau du derme, des névus bleus, qui vont être dits des névus profonds, c'est pour ça qu'ils ont cette teinte un peu bleue, en fait, c'est que la pigmentation étant profonde, elle donne une coloration bleutée lorsqu'on regarde la lésion, ou encore des névus achromiques, c'est-à-dire des névus pour lesquels on voit qu'une tache blanche, en fait, une macule hypochromique. Et puis l'autre type de névus, ce sont les névus congénitaux qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rares, 1 des naissances seulement, qui peuvent être associés parfois à des malformations et qui sont de taille très variable. On peut avoir des petits névus congénitaux, mais on peut aussi avoir des grands névus congénitaux. Souvent, la surface est plutôt assez irrégulière. Souvent, elle est associée à une hypertrichose, donc vous avez en fait des enfants qui vont avoir sur leur grain de beauté pas mal de poils et ils sont rarement de grande taille. Globalement, le chiffre à retenir, c'est que si l'estimation de ce névus congénital est de plus de 20 centimètres à l'âge adulte, alors il est important d'avoir en tête un sur-risque d'apparition de mélanome. Et donc, c'est cela pour lesquels il faut vraiment cibler une exérèse de cette lésion au cours de l'enfance. Sinon, il n'y a pas d'indication particulière à retirer ces lésions. Et puis,
Les névus atypiques, c'est un marqueur de risque de mélanome. Ils ont généralement un diamètre de plus de 5 mm, une couleur un peu rosée ou brune, une asymétrie des bords, une forme irrégulière, une couleur inhomogène. Vous retrouvez ici les critères A, B, C, D, E si vous avez fait le cours sur le mélanome. En tous les cas, je vous incite vivement à le faire juste après celui-ci. Mais vous avez effectivement des critères qui pourraient vous faire évoquer un mélanome et qui ne sont, pour le coup, finalement, qu'en lien avec un nevus qui est dit atypique. Et on a des patients qui ont ce que l'on appelle un syndrome des névis atypiques, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs névis qui pourraient faire suspecter un mélanome, mais qui finalement, lorsque vous avez plusieurs mélanomes, vous avez le réflexe de vous dire: «C'est pas possible qu'un patient ait 10 mélanomes sur sa peau», donc ce ne sont que des névis atypiques. Maintenant, il est important de pouvoir suivre régulièrement ces patients parce qu'on sait qu'ils sont plus à risque de faire un réel mélanome. On a différents types possibles donc de névus. Voici ici quelques photos. Premièrement, un névus bleu, donc il a cette couleur bleue parce que c'est un névus qui est profond, enfoui dans le derme. Donc la pigmentation prend cette teinte bleutée. Vous voyez qu'il y a une petite papule. Si vous posez votre doigt dessus, vous avez un petit relief. C'est un petit nodule en fait, hein, qui est présent parce que l'accumulation des mélanocytes dans le cadre de ce grain de beauté, eh bien, forme une petite boule au sein du derme. Vous pouvez aussi avoir des névus achromiques, donc une petite lésion rosée ici. Bien entendu, les diagnostics différentiels, ça peut être un carcinome vasocellulaire, mais ça peut être aussi un mélanome achromique. Donc, au moindre doute, faire une exérèse pour pouvoir s'assurer qu'il ne s'agit pas donc d'un cancer. Mais voilà, c'est important d'avoir en tête qu'un névus n'est pas forcément noir et que vous pouvez avoir des névus rosés ou dits achromiques. Ici, vous avez 2 exemples de névus congénitaux, donc retenez bien que ça reste rare, que ça peut être associé à certains syndromes et donc parfois il est nécessaire de faire des examens complémentaires et que surtout vous devez essayer d'estimer à la naissance la taille que pourrait prendre ce névus congénital à l'âge adulte pour envisager ou non la nécessité d'une exérèse et des cicatrices, des séquelles qu'il peut y avoir dans les suites de cette exérèse puisque un névus qui pourrait faire plus de 20 cm à l'âge adulte est effectivement un facteur de risque de mélanome à l'âge adulte. Vous avez également ici, un névus dermique tubéreux, donc c'est pas vraiment la lésion plane, hein, c'est pas une macule, vous posez votre doigt dessus, vous allez sentir un relief, mais c'est pas parce que vous avez non plus un relief que ce névus est forcément malin, que c'est forcément un mélanome. Puis là, vous avez un névus un peu plus commun, plutôt, à type de macule et qui va être en fait un névus jonctionnel, donc situé au niveau de la jonction, dermo-épidermique. Il existe également des névus sur différentes zones topographiques un peu plus atypiques, telles qu'au niveau du lit de l'ongle, avec une mélanonichie en bande homogène, régulière, stable dans le temps, comme on peut voir ici. Ce qui va vous faire distinguer cette lésion d'un mélanome, c'est effectivement, là, en termes d'évolutivité, si le patient vous dit que cette lésion est apparue très rapidement, qu'elle est en train de s'élargir, qu'elle va être hétérogène en termes de couleur, mais également le fait qu'il n'y en ait qu'une seule peut vous alarmer un peu plus que lorsque les patients vont présenter plusieurs bandes sur différents ongles et à ce moment-là, vous allez avoir moins d'inquiétude par rapport à un mélanome. On peut également avoir des névus au niveau de la palme des mains, au niveau de la plante des pieds, mais également au niveau des muqueuses et vous avez des patients qui ont des névus au niveau des lèvres ou au niveau des parties génitales. En termes d'anatomopathologie, eh bien, on va pouvoir distinguer différentes formes de névus. Cela va dépendre de la répartition des tecs et donc soit les tecs sont principalement au niveau de la couche basale de l'épiderme, on va parler de névus jonctionnels, c'est-à-dire que les cellules sont dispersées et organisées en tecs dans la couche basale, comme on peut le voir ici. Soit, cette organisation se fait plutôt dans le derme et alors on parle de névus dermiques, les textes sont strictement intradermiques, soit on peut avoir une composante mixte, et bien à ce moment-là, la présentation des tecs dans le derme et dans la jonction dermo-épidermique va, donner l'appellation au névus de type composé ou mixte. Les distinctions histologiques pour vous faire distinguer un mélanome d'un névus, eh bien, ça va être une architecture régulière qui va être plus en faveur d'un névus, un regroupement plutôt en tech ou encore certaines caractéristiques cytologiques. Alors, comment évoluent les grains de beauté? Eh bien, on peut avoir des grains de beauté dès l'enfance et ces grains de beauté ont tendance à grossir et augmenter en nombre au fur et à mesure de l'âge, jusqu'à l'âge de 40 ans. Après l'âge de 40 ans, en général, ces grains de beauté commencent à disparaître et donc un nouveau grain de beauté qui apparaîtrait après l'âge de 40 ans est généralement un risque de mélanome et donc il faut absolument bien contrôler ce nouveau grain de beauté.
Parfois, il arrive vers l'âge de 20 ans, surtout au niveau du tronc, que les patients présentent ce qu'on appelle un halonévus, un phénomène de Sutton. Et donc, vous avez un halo achromique qui apparaît autour d'un ou plusieurs névus pigmentés. Et cela va aboutir à la disparition complète du grain de beauté. Ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille sur un éventuel mélanome, c'est une survenue tardive de cet épisode, donc quelqu'un qui présente ça à 40, 50 ans. Là, à ce moment-là, vous devez vous poser la question de savoir est-ce que c'est pas un mélanome qui est régressif ou même un aspect irrégulier de cet halo et donc une zone blanche qui apparaît au sein du grain de beauté, mais qui n'est pas aussi jolie que celle-ci, vous voyez, bien délimitée, bien circonscrite, bien homogène. Ce qui peut se passer aussi, c'est que au fur et à mesure de la vie, des névus sont traumatisés par une bretelle de soutien-gorge, sont traumatisés par un rasoir. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est pas parce qu'ils sont traumatisés qu'ils sont forcément plus à risque de devenir un mélanome. On peut également avoir des grains de beauté qui vont voir apparaître des poils. Ces poils sont liés en fait à des folliculites qui sont sous ou intranéviques. Ce ne sont pas non plus des facteurs de risque de mélanome. Ça peut être parfois un peu douloureux, et parfois, éventuellement, on peut effectivement envisager une exérèse de confort par rapport à ce type d'événement. La transformation en mélanome, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les névus communs ne voient pas apparaître de mélanome. C'est extrêmement rare, d'accord? La majorité des mélanomes apparaissent de novo, c'est-à-dire que le mélanome apparaît comme une nouvelle lésion pigmentée qui est d'ores et déjà un mélanome et il ne provient pas d'un précédent névus. Ce qui peut se passer, c'est qu'effectivement, c'est un peu plus fréquent chez les gens qui ont de très nombreux névus, plus de 50, ou si le névus est atypique ou fait plus de 5 millimètres. L'endroit où il peut y avoir des mélanomes qui apparaissent sur des névus, c'est surtout sur les névus congénitaux et principalement ceux qui sont géants, on en parlait tout à l'heure, mais c'est principalement ceux qui vont faire plus de 20 centimètres à l'âge adulte et qui peuvent nécessiter effectivement une exérèse en amont au cours de l'enfance. Quels sont les facteurs favorisants de Névus? Eh bien, il y a des facteurs favorisants intrinsèques, constitutionnels ou des susceptibilités génétiques. Le nombre de névis va être corrélé à l'origine ethnique. Les gens d'origine caucasienne vont en avoir bien plus que les asiatiques, qui vont en avoir bien plus que les personnes de phototype foncé, mais également le nombre de névis va être corrélé au phototype de type phototype 2, où là, effectivement, les gens vont avoir beaucoup de grains de beauté. Puis il y a des prédispositions familiales. Vous avez des patients qui ont des familles, effectivement, à névus, à syndrome de névus atypique. Il y a également une exposition extrinsèque, c'est que le nombre de névis est corrélé à l'exposition au soleil. Plus vous allez avoir une exposition au soleil et plus vous allez avoir une exposition au soleil précoce dans votre enfance, plus vous allez être à risque de faire un nombre de grains de beauté élevé. Le nombre de grains de beauté va aussi dépendre du statut d'immunodépression et donc un patient qui est immunodéprimé peut faire plus de grains de beauté. Les diagnostics différentiels des grains de beauté sont importants parce que, entre autres, il ne faut pas passer à côté d'un mélanome. Vous avez ici la photo d'un mélanome de Dubreuil sur la joue d'une personne. Donc, vous voyez une extension initialement horizontale, puis un nodule de perméation ici qui apparaît après quelques mois ou années. Et puis, on peut avoir d'autres diagnostics différentiels qui peuvent être généralement un peu moins embêtants qu'un mélanome, quoique on a quand même ici un carcinome basocellulaire. Vous voyez une lésion pigmentée, mais vous voyez une lésion quand même très très large. Parfois, cette lésion peut être bien plus petite que sur cette photo, mais sachez qu'un carcinome basocellulaire peut avoir un aspect pigmenté et pourrait mimer éventuellement un grain de beauté. Là, on a ici un lentigo, hein, donc une tache solaire au niveau du nez, donc c'est pas un grain de beauté. Vous avez ici des kératoses séboréiques multiples. Là, vous avez un angiome thrombosé. Dans tous les cas, si vous avez un doute pour un mélanome, eh bien, faites l'exérèse, ne faites pas une biopsie, hein, faites une exérèse complète de la lésion, sans marge, mais une exérèse complète quand même pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un mélanome. Quels sont les moyens thérapeutiques que vous pouvez avoir à disposition pour vous occuper d'un grain de beauté? La première chose, c'est de ne rien faire puisque un grain de beauté est un grain de beauté et qu'il ne va pas dégénérer en mélanome. Cependant, parfois, vous pouvez avoir un doute pour un mélanome et alors si c'est le cas, vous devez faire une exérèse à visée diagnostique pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un mélanome. L'exérèse ne va pas entraîner sa transformation, mais il ne faut pas la différer pour autant parce que si vous avez une suspicion de mélanome, alors vous devez faire cette exérèse dans un cadre, dans un délai le plus court possible selon vos disponibilités et surtout celles du patient et vous n'allez pas attendre 3 mois pour faire une exérèse si vous avez un doute de mélanome. L'autre circonstance qui est la plus fréquente, c'est que des patients viennent à titre fonctionnel ou esthétique parce que ce grain de beauté les gêne au niveau de la bretelle ou soutien-gorge, au niveau du visage parce qu'il se rase ou autre et à ce moment-là, vous pouvez être amené à réaliser une exérèse
à des fins fonctionnelles ou esthétiques. Les modalités d'exérèse, eh bien, vous allez réaliser une anesthésie locale, réaliser une exérèse non pas au punch, mais à la lame, d'accord, puisqu'il faut retirer l'ensemble de la lésion, comme on peut le voir sur cette figure. Et l'exérèse se fait en dehors des limites macroscopiques de la lésion, puis une suture. Vous retirez toute la lésion, d'accord? Vous ne prenez pas juste un bout de la lésion. L'examen histologique est obligatoire, c'est-à-dire que même si vous êtes quasiment certain que c'est un grain de beauté, vous l'avez retiré, vous devez l'envoyer à l'anatomopathologie pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un mélanome. Et on réalise quelques jours après, 14, 21 jours après, selon les délais d'anatomopathologie que vous avez, un compte-rendu de résultats, une remise de résultats au sein d'une consultation pour pouvoir expliquer aux patients ce que vous avez identifié à travers cette lésion. Ensuite, il n'y a pas d'intérêt à l'exérèse systématique de tous les névus, on en a parlé, d'accord? Donc parfois, vous avez des patients qui ont des syndromes de névus atypiques, vous avez des doutes, vous en retirez un ou deux, vous vous rendez compte que finalement, à chaque fois, on vous répond la même chose. Eh bien, probablement que la surveillance clinique reste nécessaire, bien entendu, parce que on sait que ce sont des patients qui sont plus à risque de mélanome, mais vous n'allez pas retirer tous ces grains de beauté. L'autre chose qui est vraiment primordiale, c'est l'autosurveillance aux critères ABCDE. Je vous renvoie sur le cours sur le mélanome, mais rappelez-vous bien que vous devez retenir cette règle, mais que vous devez aussi l'apprendre aux patients. A pour asymétrie, B pour les bords irréguliers, C pour la couleur hétérogène, D pour un diamètre supérieur à 6 mm, et E pour l'évolutivité, c'est-à-dire comment a évolué cette lésion au cours des précédents mois, au cours des précédentes années. Les quelques points clés sur le névus est appelé aussi grain de beauté, c'est une tumeur mélanocytaire bénigne, hein, d'accord? Donc par tumeur, ne comprenez pas forcément cancer, c'est juste une accumulation de cellules qui là, en l'occurrence, et c'est une accumulation bénigne, alors que si ça avait été de cellules méchantes, à ce moment-là, on aurait parlé plutôt de cancer. Le risque de transformation d'un névus en mélanome reste faible, sauf au niveau des névus congénitaux de grande taille. Si une exérèse est réalisée, vous devez réaliser une analyse anatomopathologique obligatoirement. La surveillance des névus doit être faite régulièrement, surtout si les patients ont des névus nombreux, plus de 50, ou avec des tailles plus de 5 mm, ou chez des personnes qui sont à risque de mélanome, c'est-à-dire qui ont déjà fait un mélanome, qui ont un phototype clair ou qui ont un antécédent familial de mélanome. Le diagnostic formel de bénignité ou de malignité, c'est l'examen anatomopathologique qui va vous le faire. Et donc, toute exérèse, toute excision de névus, même pour des raisons fonctionnelles ou esthétiques, doit être en lien avec un examen anatomopathologique. Et puis, il est primordial de dépister et d'apprendre aux patients à se dépister et à réaliser une autosurveillance, entre autres avec les critères ABCDE, donc A pour asymétrie, B pour le bord irrégulier, C pour la couleur hétérogène, D pour le diamètre plus de 6 mm et E pour l'évolutivité. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo, à m'écrire à dermato.ist@gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire. À bientôt sur Dermato IST.